Bonjour et bienvenue pour ce webinaire Impulse ETP. Ravi de vous accueillir. Emmanuel Bataille, directeur de l'URPS Médecins et impliqué sur le projet Impulse ETP. Vous êtes nombreux aujourd'hui, on en est ravis. Donc c'est un sujet qui intéresse et voilà, on avait la préoccupation vraiment de pouvoir le présenter, sachant que ce webinaire est plutôt orienté vers un certain nombre d'institutions, mais aussi professionnels de santé, mais plutôt en termes de structure, MSP, CPTS. Voilà, ravi de pouvoir vous présenter un sujet qui nous tient à cœur et qu'on va co-présenter avec plusieurs partenaires qui contribuent à ce projet, et notamment vous, docteur Jean-Luc Delaban. Vous êtes médecin généraliste et président de l'association Dièse. Oui, bonjour à tous. Et président aussi de la commission de prévention de l'URPS. Donc, bien installé dans ce projet dont on vous parlera tout à l'heure. Il était assez essentiel pour nous, pour cette présentation, de la co-animer, de la co-construire d'ailleurs aussi avec la plateforme Aetna, représentée aujourd'hui par son président Michel Chapeau. Bonjour. Bonjour. Oui, la plateforme qui est particulièrement intéressée par le projet. Dès le début, d'ailleurs, on a assisté à la chose, on fait partie du comité scientifique, mais c'est surtout l'intérêt majeur de ce projet qui nous envoie au plus proche des patients et sur une double action d'éducation thérapeutique, mais également de prévention. Et je ne peux vous dire que s'il y a un projet innovant, c'est celui-là. Voilà, j'en ai terminé, Emmanuel. On va continuer. Et parmi nous également, Laura Bauer-Dupuis, vous êtes chef du projet Impulse ETP. Oui, bonjour à tous. Vous aurez à nouveau la parole, et Laura, toujours très synthétique. Nous sommes donc dans un mode de webinaire pour pouvoir accueillir un maximum de participants, donc vous n'êtes pas directement en visio en capacité d'intervenir oralement, mais le but de ces présentations, vous les connaissez, c'est d'avoir une présentation assez synthétique et de donner libre cours un maximum à vos questions et de pouvoir y répondre. Donc pour pouvoir, au fil de l'eau, poser vos questions, vous avez le bouton Q&R, questions-réponses, pour que vous puissiez les poser par écrit. Nous allons les récupérer au fur et à mesure et pouvoir soit y répondre au fil de l'eau, soit consacrer la fin de cette réunion à la réponse de vos questions. Donc, ça n'est pas le bouton de chat, c'est le bouton Q&R qu'il faut utiliser. Donc, nous sommes sur un dispositif d'accompagnement du surpoids et de l'obésité, donc qui fait suite à un appel à manifestation d'intérêt qui a été enclenché par l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, et auquel ont répondu un consortium sous l'égide donc de l'association Dièse, dont le docteur Jean-Luc Delaban est président, et qui associe différentes structures ETP de la région, des structures ETP ville, donc le pôle ETP ambulatoire de Nouvelle-Aquitaine, la passerelle, la maison de la nutrition, du cœur et du diabète, et l'URPS médecins libéraux. Mais bien évidemment, au-delà de ces acteurs qui portent le sujet, l'ARS Nouvelle-Aquitaine est largement partie prenante, la plateforme Aetna, on en parlait, et puis autour bien sûr d'un conseil scientifique qui est un rôle essentiel d'expertise, de conseil, d'apport de compétences dans ce projet. Là encore, on y reviendra sur les questions et les réponses que vous pourrez avoir. Donc ce dispositif, il vise à accompagner le patient en étant construit sur les bases de l'éducation thérapeutique, du patient. Pour rappel, l'objectif, c'est d'aider les patients à acquérir ou maintenir des compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Donc le TP s'appuie sur des activités qui sont organisées, qui peuvent être donc de l'acquisition de compétences sur des aspects techniques, mais aussi sur des aspects de comportement de vie, des aspects psychosociaux, conçus voilà pour qu'ils puissent monter en connaissance, en compétences, être mieux informés, conscients de leur maladie et mieux vivre en assumant effectivement leur rôle dans la prise en charge.
Donc on est véritablement sur une démarche centrée sur le patient, et je me tourne là encore vers Michel Chapeau. En tant que président de la plateforme Aetna, c'est bien évidemment ces principes que vous cherchez à défendre dans les actions que vous menez autour de l'éducation thérapeutique, Michel. Ah, petit souci peut-être de connexion avec Michel Chapeau. Pardonnez-moi, voilà. Oui, je disais que l'éducation thérapeutique, ça n'est pas de l'éducation. C'est quelque chose qui va beaucoup plus loin. Et pour ce qui nous concerne, le projet est parfaitement cohérent avec l'idée que c'est à la personne elle-même de modifier sa posture et qu'on est là pour l'aider. Et donc, l'ensemble du processus, et vous le voyez, c'est d'aider les personnes à retrouver de la liberté par rapport à ce qui leur arrive. Et dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, c'est particulièrement vrai. Si la personne n'a pas conscience des possibilités qui lui sont données, de modifier son comportement, sa posture face au surpoids et l'obésité, ben, personne va le faire à sa place. Et tout le problème est là, d'ailleurs. Et, et donc, le processus qu'on va voir se dérouler tout à l'heure, il répond d'une façon très importante pour moi à la question qui est posée. Voilà, je ne vais pas plus loin que ça. Quand je vous dirais que la démarche est centrée sur le patient, vous savez que c'est parfaitement dans l'esprit de l'éducation thérapeutique et que la chose que nous devons mettre en avant parmi tous les outils qui vont être employés, c'est de considérer que c'est d'abord un dialogue à partir de la personne elle-même. Voilà, Emmanuel, j'arrête là. Merci de ces principes introductifs justement sur l'éducation thérapeutique, parce qu'effectivement, c'est de la démarche méthodologique et scientifique sur laquelle on s'appuie. Avant de re-rentrer plus dans le détail de l'éducation, du programme et du dispositif Impulse, on souhaitait quand même faire un petit zoom sur le paysage de l'ETP en Nouvelle-Aquitaine. Et là, Michel, Aetna joue un rôle essentiel justement de recensement et de cartographie, avec notamment votre site internet etna.net, dans lequel on peut consulter l'ensemble de ces informations. Vous voulez nous en dire quelques mots? Oui, quelques mots. En fait, la région est une région extrêmement importante pour l'éducation thérapeutique. C'est toujours dans les deux, trois régions de pointe sur la question, pas simplement par le nombre de programmes, et le nombre de programmes est très important, vous pouvez le voir ici, mais parce que nous avons dans la mission générale des acteurs de l'ETP de faire progresser les concepts. Alors, Aetna, le métier d'Aetna est simple. Il consiste à mettre les acteurs en relation, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Il permet également de communiquer vers les personnes qui ne savent pas encore, à commencer d'ailleurs par les professionnels, évidemment le grand public. Et pour ce qui concerne donc le TP surpoids et obésité, comme vous le voyez, il y a une forte disparité entre les territoires, avec un premier territoire on le voit très bien. Alors, ce qui est en bleu clair, c'est là où la prévalence est la moins forte. Et ce qui est orange, c'est la prévalence la plus forte. Or, vous voyez que la Creuse, où la prévalence est la plus forte, eh ben, il n'y a pas de programme, tout simplement. Donc, quand on regarde les des deux cartes, on voit bien qu'il y a des points critiques à travailler. J'ai pris la Creuse, c'est pas un mauvais exemple, c'est la Creuse et la Corrèze de mémoire. Voilà. Donc, fondamentalement, il y a un travail de terrain à faire et ce terrain, il passe par justement le terrain, c'est-à-dire en fait les libéraux, les maisons de santé professionnelles, pluriprofessionnelles, les CPTS, tout ce qui est de l'ordre de ce qu'on appelle la ville. Alors la ville, Guéret, ça se comprend très bien. Autour, un petit peu moins. Voilà. Mais je ne désespère pas de voir arriver un programme. On a d'excellents correspondants pour ça. J'arrête. Parce que commenter pour Donc, tout à fait. Donc, on voit effectivement sur la carte, au-delà des commentaires de Michel, aussi en termes de volumétrie, 53% aujourd'hui des dernières statistiques
des néo-aquitains sont dans une situation de surpoids ou d'obésité, et avec la répartition effectivement géographique que vous avez sur la carte, et on voit que c'est, comme le disait Michel Chapeau, relativement inversement proportionnel dans certains territoires, avec l'offre d'accompagnement et d'éducation thérapeutique disponible. Donc, l'objectif d'Impulse ETP est de pouvoir adresser, où qu'il soit, l'ensemble de ces patients qui peuvent être concernés. Et bien sûr, on déborde aussi du champ de l'éducation thérapeutique, puisqu'on le disait en définition, l'éducation thérapeutique vise à accompagner des malades chroniques, des malades donc, alors que quand on parle de surpoids, on ne parle pas de maladie. Mais docteur Delaban, on va quand même s'intéresser un instant justement aux facteurs du surpoids et de l'obésité. Oui, merci Emmanuel. D'abord, pour bien recadrer, hein, c'est ça qui fait un peu l'originalité de ce parcours. Hein, il est inspiré de l'éducation thérapeutique, mais stricto sensu, il ne répond pas aux normes de l'éducation thérapeutique puisque on va prendre en charge ce parcours, il est quand même étudié avec vraiment un focus sur les gens qui sont en surpoids. Notre but en termes de santé publique, c'est d'éviter que ces gens rentrent justement dans la maladie chronique alors qu'ils sont encore à un stade de surpoids qui est largement réversible avant que la maladie ou que les maladies chroniques qui en découlent ne se déclarent. Donc c'est ça qui est très original. Et là où il se détache aussi un peu, on va le voir plus tard, d'éducation thérapeutique, c'est que ça ne va pas se limiter à des ateliers, mais avec un véritable coaching et une prise en charge un peu plus dans la durée que l'éducation thérapeutique classique. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a en Nouvelle-Aquitaine une moitié de gens qui sont en surpoids, au moins, et parfois en obésité, il y a différentes raisons. Hein. Il y a différentes raisons. On va commencer par celle que tout le monde connaît et qui ferait que si on se limitait à ça, on aurait peu d'intérêt, c'est-à-dire une absence d'activité physique ou trop de sédentarité. Hein. Je vous rappelle que la sédentarité n'a rien à voir avec le manque d'activité physique. Le manque d'activité physique, c'est pas bouger assez. La sédentarité, c'est rester dans la journée des périodes supérieures à 2 ou 3 heures sans bouger. Et on peut être sédentaire tout en faisant 3 footings par semaine. Donc, il y a 2 notions là qui sont importantes. Et puis, il y a évidemment la notion des apports énergétiques. Voilà, on sait que si on mange trop par rapport à ce qu'on bouge, on va facilement se trouver en surpoids et en obésité. Si on s'arrêtait à ça, ce que tout le monde sait, on résoudrait pas le problème de l'obésité et il faut aller chercher bien d'autres facteurs pour lesquels il faut trouver des leviers de changement de comportement sur l'activité physique et les apports énergétiques, mais qui peuvent avoir une origine externe, hein, comme par exemple l'environnement. Hein. C'est sûr que les lieux de vie, la précarité, les gens, comment ils mangent, comment on vit, si on a un travail de nuit, tout un tas d'études ont démontré que ces facteurs-là sont à prendre en compte. De même que son équilibre psychique, est-ce qu'on est stressé, pas stressé? Et si on est stressé, est-ce que c'est pour ça qu'on consomme plus d'alcool, qui évidemment va avoir un rôle? Le tabac qui vient se mettre là-dedans, est-ce que des gens surconsomment du tabac dans l'idée que ça va pas leur faire prendre de poids? Il y a aussi tous les médicaments. Hein. On sait que certains médicaments sont réputés, évidemment, pour faire prendre du poids très vite, hein, comme les corticoïdes ou des médicaments hormonaux. Mais il y a aussi simplement tous les antidépresseurs et tous les médicaments autour de la santé mentale qui souvent sont responsables de prise de poids. Il y a aussi des périodes de la vie hein, où on sait qu'on prend du poids plus facilement. Les femmes à la ménopause, au moment de la puberté. Voilà, il y a tous les modifications hormonales qui peuvent jouer un rôle. Et puis, il y a surtout ce qu'on a du mal à dire, hein, mais des facteurs génétiques. Hein. On sait tous que pour 2 personnes qui ont la même alimentation et la même activité physique, malheureusement, il y en a qui ont
une espèce de rhéostat qui est réglé plus haut que d'autres, et d'autres qui vont plus consommer et maigrir plus, et d'autres qui, au contraire, vont plus mettre en réserve et donc prendre du poids plus facilement. Et puis, après, la facilité à tourner vers le diabète de type 2, par exemple, hein, ou des choses de ce genre. Donc, pour rajouter encore un petit quelque chose, hein, il ne faut pas résumer Impulse à uniquement des ateliers d'activité physique et des ateliers d'alimentation, hein. D'ailleurs, ce qu'on sait, c'est que c'est pas ces ateliers-là qui sont les plus demandés pour les patients qui sont déjà inclus, et qu'il faut aller chercher justement tous ces leviers de modification de comportement ailleurs que sur ces deux thématiques-là. Et c'est ce qui fait un peu l'originalité du produit. C'est ce qui fait aussi comment dirais-je, l'imbrication avec un programme lié sur les modifications de comportement comme MedPrev, hein, qui s'articule parfaitement autour d'Impulse pour justement prendre en charge toutes ces modifications de comportement sans lesquelles, si on ne déclenche pas les leviers nécessaires, on aura un échec parce qu'on va se limiter à juste dire aux gens, ben, vous bougez pas assez, vous mangez trop, et c'est pas parce qu'on leur dit que les comportements vont changer, hein, et c'est toute la base de l'éducation que rappelait Michel Chapeau tout à l'heure. Merci de toutes ces précisions. Vous n'avez pas beaucoup insisté sur la dimension sommeil qui est également essentielle. On sait que un mauvais sommeil peut générer du surpoids, ou en tout cas c'est parfois même un facteur d'amaigrissement que de bien dormir. Absolument, mais c'est rare que le trouble du sommeil soit un trouble, voilà, soit un trouble essentiel, hein. Ça peut arriver, hein. Mais la plupart du temps, le sommeil, lui aussi, et enfin, les troubles du sommeil sont eux aussi révélateurs de tout un tas de problèmes, et donc sans une vue holistique un peu des comportements du patient, c'est difficile de résoudre l'énigme. Alors voilà, c'était pour effectivement insister sur l'ensemble de ces facteurs qui peuvent y contribuer. Ils sont très nombreux, d'où une fois de plus une démarche assez complète qui est proposée. Mais avant de passer la parole à Laura Bauer-Dupuis sur la présentation détaillée de ce qu'est Impulse, de ce qu'on y fait, on voulait vous laisser la main à un témoignage d'un professionnel. Bonjour, je suis Sandrine Santoul, je suis médecin généraliste installée à Monin, au sud-ouest de Pau, dans le 64. Je suis dans un cabinet de groupe où il y a 6 médecins et une infirmière azalée. Monin, c'est une activité plutôt de semi-rurale. La problématique du surpoids est une problématique quotidienne. Et lorsque j'ai entendu parler d'Impulse lors des dernières présentations, ça m'a tout de suite séduite parce que je me suis dit, cette population de gens actifs qui n'ont pas le temps en fait de s'occuper trop d'eux, si on leur propose un outil personnalisé à domicile, ça me semblait très séduisant pour lever tout un tas de freins habituels qu'on entend en consultation sur le manque de temps, le manque de capacité à se déplacer, à aller à prendre des rendez-vous et à honorer ces rendez-vous. Donc cette démarche-là me paraissait très séduisante, et en effet, lorsque j'ai commencé à en parler notamment à 2 patientes qui sont des patientes actives, relativement jeunes, en surpoids, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans la prévention. Elles n'ont pas de problématiques de santé particulières en lien avec ce surpoids, mais elles sont à risque et ont une volonté d'une prise en charge sans avoir les moyens ni en temps ni peut-être en motivation de le faire à l'extérieur de leur domicile. Donc cet outil Impulse qui est personnalisé à domicile, un peu, j'allais dire à la carte, ça me semble très séduisant, et j'ai vraiment envie de tester ça avec mes patientes. Donc voilà, pour ce témoignage, donc on a entendu quels étaient un peu les plus, les avantages par un médecin pour ces patients. Laura Bauer-Dupuis, est-ce que vous pouvez nous décrire maintenant un peu plus précisément ce qu'est Impulse ?
Oui, alors déjà pour recontextualiser, on a vu beaucoup de choses depuis le début du webinaire. Donc ça fait suite à un appel à manifestation d'intérêt de l'ARS qui a été initié en 2022. Donc pour répondre à toutes les problématiques qu'on a évoquées jusqu'à présent, notamment l'accès aux soins sur le territoire en termes d'offres de TP, mais aussi par rapport à la prévalence du surpoids et de l'obésité, comme vous l'aurez compris sur notre territoire. Donc pour rentrer un peu plus dans le détail, Impulse, qu'est-ce que c'est? Impulse, c'est un parcours éducatif personnalisé qui est, et ça c'est important, totalement en ligne. Aujourd'hui, c'est une plateforme accessible sur Internet. Demain, à partir de novembre, ce sera une application accessible pour tous les utilisateurs directement sur leur téléphone mobile ou tablette via les stores que l'on connaît. Et donc c'est surtout, et ça c'est aussi important de le dire, un dispositif qui est proposé par un médecin ou par une sage-femme. Donc on est forcément sur une prescription médicale, une orientation par un professionnel médical, donc qui peut prescrire. Pour faire un petit focus là-dessus, pourquoi? C'est parce qu'on a aussi pour ambition de devenir un dispositif médical numérique et qu'on a du coup cette obligation, entre guillemets, de passer par une prescription médicale. Mais on est aussi en train de travailler sur un process d'orientation par d'autres professionnels de santé non médicaux. Mais ça, on pourra en reparler, mais c'était important de le souligner. Ensuite, pour qui? On est pour toutes les personnes, donc adultes, donc de 16 ans et plus. On n'est pas du tout sur les enfants ou les jeunes adolescents, parce qu'il y a des choses qui existent aujourd'hui comme le Repop et qui fonctionnent très bien. On n'est pas là pour venir remplacer ce qui fonctionne, on est là pour venir combler un manque aujourd'hui, notamment, comme a pu le dire le docteur Delaban tout à l'heure, sur la thématique du surpoids. Donc on est sur les personnes de plus de 16 ans en situation de surpoids ou d'obésité modérée à sévère. Je laisserai le docteur Delaban revenir sur ça juste après dans les critères d'inclusion pour expliquer un peu plus spécifiquement et de façon détaillée pourquoi on s'arrête à l'obésité modérée et quels sont les critères supplémentaires qui sont requis. Et donc comme on l'a dit tout à l'heure, l'objectif d'Impulse, c'est vraiment d'éviter une aggravation vers l'obésité pour les personnes qui sont en surpoids ou d'éviter aussi le développement d'autres comorbidités qui pourraient être associées. Et ça, c'est très important de le souligner et on en est quand même assez fiers. Tout est pris en charge pour le bénéficiaire. Il n'y a aucun reste à charge pour le bénéficiaire d'Impulse TP. Donc, on est entièrement financé et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Ensuite, comment ça se passe? Impulse, ça a été lancé en janvier 2024, donc avec une première version qui est toujours en vigueur aujourd'hui et qui sera en vigueur jusqu'à mi-novembre 2024. Aujourd'hui, on est vraiment sur un modèle d'IETP, donc on est sur des ateliers synchrones en visioconférence qui sont animés par des éducateurs formés. Donc ça peut être des éducateurs, donc des diététiciens, des APA, des psychologues, etc. Donc comme l'ont dit Emmanuel et Jean-Luc tout à l'heure, on est sur plusieurs ateliers. Donc il peut y avoir des ateliers sur l'alimentation, donc le lien entre alimentation et émotion, manger en pleine conscience, tout ce qui est atelier sur le stress, sur l'activité physique, sur le sommeil et aussi sur la confiance en soi. Et on est aussi en train de travailler sur un atelier spécifique pour les femmes enceintes ou en situation de postpartum. Donc là, à date, l'apprenant, il intègre son cursus, il fait les ateliers collectifs, il est aussi suivi par un référent personnel qui lui est attitré dès son entrée dans le dispositif. Donc il a des points de suivi réguliers, on revient sur le parcours juste après. Demain, pourquoi on parle d'innovation? Parce que demain, on va aller au-delà de la IETP, on va vraiment sur un dispositif d'éducation à la santé et on va proposer d'autres fonctionnalités. Ces autres fonctionnalités, c'est aussi pour maintenir l'adhésion de l'apprenant tout au long de son parcours et de répondre à tous les différents profils qui peuvent être concernés par Impulse TP, parce que vous vous doutez bien que les 16 ans et plus en Nouvelle-Aquitaine, on englobe beaucoup de monde et que les ateliers en visio, ça ne répond pas forcément aux attentes de toutes les personnes concernées. Donc on va aller sur une application qui va comprendre notamment du e-learning, qui va comprendre différentes ressources, qui va comprendre des défis pour que tout un chacun puisse s'y retrouver et vraiment être accompagné par Impulse. Donc, on est véritablement, effectivement, sur un dispositif d'accompagnement qui s'inscrit sur la durée, qui est totalement personnalisé, donc en s'appuyant sur la méthodologie d'éducation thérapeutique, mais effectivement en allant bien au-delà et en visant d'irriguer un maximum tout le territoire, d'aller au plus près du patient par la dimension numérique, sans perdre en qualité humaine. Vous allez nous le réexpliquer justement sur la dimension du parcours qui est mise en œuvre pour pouvoir répondre à ce besoin.
Oui, tout à fait. Donc là, on vous affiche un parcours type, sachant que un Pulse est entièrement personnalisé. Le parcours, il est construit par le bénéficiaire et son référent. Donc il peut y avoir aucun parcours identique dans le cadre d'un Pulse ETP. Donc comme je le disais tout à l'heure, on commence par une demande d'inclusion qui est formalisée par un médecin ou par une sage-femme. Donc on travaille également sur des pré-inclusions, des orientations par d'autres professionnels de santé. Il y a un process qui est en cours de validation et qui sera diffusé ensuite à toutes les professions concernées. On travaille notamment avec les masseurs kinésithérapeutes sur le sujet. Donc une fois que la demande d'inclusion elle est réalisée, elle est adressée à notre équipe et là notre équipe s'occupe de saisir l'apprenant dans la plateforme et de lui attribuer un référent. Ensuite, tout le lien se fait entre l'apprenant et son référent. Donc il y a un appel qui est fait par le référent pour se présenter à son patient, qui va vérifier aussi son éligibilité dont on reparle juste après, qui va lui expliquer aussi concrètement ce qu'est un Pulse ETP et à quoi s'attendre parce que son prescripteur aura pas forcément eu le temps pendant sa consultation de pouvoir donner tous ces détails. Et on va aussi vérifier la motivation, que le patient soit bien au fait de tout et qu'il soit suffisamment motivé pour entrer dans un Pulse ETP. Et de là, on lui crée son espace personnel, donc aujourd'hui en ligne, demain sur l'application. Ensuite, on entre dans le dur, donc il y a un diagnostic éducatif qui est réalisé entre l'apprenant et son référent, et de ce diagnostic éducatif en découle un parcours qui est co-construit entre ces deux parties prenantes et qui est basé sur les besoins, les envies, les motivations de l'apprenant afin de lui proposer des choses qui soient vraiment en adéquation avec ses attentes. Donc là, aujourd'hui, comme je le disais juste avant, on lui propose du coup un panel d'ateliers qui correspondent à ce qui a été mis en exergue dans son diagnostic éducatif et demain, il aura aussi toutes ces fonctionnalités qu'on vous indique sur l'écran dans le temps interatelier V2, donc des ressources, de l'information, des défis en autonomie et quelque chose d'important, on parlait de liens juste avant, on fait aussi des défis donc individuels mais aussi collectifs. On veut recréer du lien entre les individus malgré la dimension numérique de l'outil. Demain, on espère aussi, quand notre file active sera assez conséquente, pouvoir mettre en place toute une dimension de communauté et de partage entre les apprenants. Sachant que donc il y a des points, il y a des entretiens de suivi qui sont faits ponctuellement entre le référent et son apprenant qui permettent aussi de mettre à jour ce parcours, de le modifier, de l'ajuster en fonction de l'évolution des besoins et des motivations de l'apprenant et des échanges spontanés aussi qui peuvent être faits via notre outil entre le référent et son patient tout au long de son parcours. Donc c'est pas juste des échanges ponctuels qui sont organisés à l'avance, mais en cas de besoin, l'utilisateur peut contacter son référent assez facilement et bien sûr ensuite en fin de parcours, il y a un bilan de programme et un relais de prise en charge si nécessaire. Merci, toutes ces précisions. Je doute pas qu'il y aura un certain nombre de questions, mais vous le voyez, donc le principe, là encore, d'un parcours totalement personnalisé, adapté avec cette logique de coaching et effectivement du numérique pour aller irriguer le plus loin possible en proximité des besoins des patients partout sur le territoire, mais tout en conservant un maximum de liens humains. Et ce parcours, docteur Jean-Luc Delaban, à qui s'ouvre-t-il? On a évoqué tout à l'heure que Laura Bauer-Dupuis a évoqué les critères d'inclusion en termes d'âge, mais il y a quand même un certain nombre de critères plus spécifiques qui sont définis. Oui, alors je reviendrai pas sur les critères d'âge, hein, donc en gros c'est pour l'adulte. Hein. Alors après, il y a des critères voilà, qui sont bien définis. Le premier, avant de rentrer dans ceux d'inclusion, on va dire ce qui exclut directement, hein, c'est tous les gens qui ont des troubles de l'alimentation d'origine psychiatrique et qui ne sont pas ni stabilisés ni traités. Donc il est clair qu'il ne faut pas inclure ces gens-là, il faut d'abord régler le problème de santé mentale. Alors après, on va s'intéresser aux gens qui ont un IMC compris entre 25 et 40. Ça veut dire que en dessous de 25, même si des gens se trouvent en surpoids, c'est un problème du syndrome du maillot de bain, mais il n'y a rien qui soit pour la santé préoccupant, donc ils peuvent pas rentrer. Et au-delà de 40, eh bien, ce sont des gens qui peuvent bénéficier d'autres ressources, hein, comme les centres de l'obésité de l'hôpital, ou voilà, qui ont des obésités qualifiées de morbides et qui ne sont plus, qui ne rentrent pas dans ce type de parcours. De même aussi, on pourrait exclure
tous les gens qui ont des maladies chroniques déjà très évoluées et qui, à mon avis, rentrent dans le cadre de l'éducation thérapeutique qui existe déjà dans leur territoire, on va dire, entre guillemets, d'une éducation thérapeutique beaucoup plus classique et qui va être plus adaptée à la maladie chronique qu'ils ont déjà développée. Alors, quand on a sorti tout ça, on va avoir donc, vous l'avez compris, des gens entre 25 et 40. Donc, on va commencer par la fin, hein, c'est-à-dire ceux qui ont une IMC entre 35 et 40, ce qu'on va qualifier d'obésité sévère. Eh bien, pour cela, hein, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, on va les admettre dans le parcours que s'ils n'ont pas encore développé une comorbidité importante. C'est pas si fréquent dans cette tranche d'IMC, sauf des jeunes qui ont une grosse prise de poids assez rapide et qui n'ont pas encore développé d'obésité. Alors, ensuite, on a les gens qui ont une obésité modérée, ceux qui sont entre 30 et 35. Et ça, c'est vraiment notre cœur de cible, hein, parce que ceux-là, on va les inclure sans besoin d'autres critères. Hein. Il suffit qu'ils aient une IMC entre 30 et 35. Et enfin, on a tous ceux qu'on peut qualifier de surpoids, hein, qui ont une obésité, un IMC, pardon, entre 25 et 30, en gros. Hein. Et donc, pour cela, on va demander au moins un critère supplémentaire. C'est-à-dire une comorbidité débutante, hein, voilà, un trouble des graisses du sang, un début d'hypertension artérielle. Alors après, il y a quelque chose qui est vraiment essentiel, c'est la mesure du périmètre abdominal, hein, parce que entre 25 et 30, vous avez par exemple tous les joueurs de rugby qui vont rentrer là-dedans et qui n'ont pas un poil de graisse, hein, c'est parce qu'ils ont une masse musculaire très développée et qui évidemment n'ont pas besoin de rentrer dans un parcours comme ça. Donc la mesure du périmètre abdominal va vraiment faire la différence entre un IMC qui est faussé par une grosse masse musculaire et quelqu'un qui, au contraire, a un surpoids d'origine graisseuse. Hein. Alors après, d'autres critères, hein. Bon, les antécédents familiaux, c'est par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Il y a des familles de gens qui ont tendance à prendre du poids, et donc là encore, plus on les prend tôt, mieux c'est. Il y a tout ce qui tourne autour de la grossesse. Hein. On vous a même dit qu'on faisait un atelier spécifique un peu pour ces femmes-là. Il y a toutes les prises de poids rapides, hein, c'est-à-dire même s'il n'y a pas de comorbidité, le fait qu'on soit sur une prise de poids récente et rapide, ça veut dire qu'on rentre dans une pathologie et qu'il faut la freiner au plus vite. Et puis il y a tout ce qui va être plus que médical, mais on va dire plutôt social, hein, c'est-à-dire les critères de précarité ou de handicap, qui fait que ces gens-là doivent être aussi rentrés de façon prioritaire dans le parcours. Hein. Et donc, pour inclure, hein, vous l'avez compris, à date, tous les professionnels de santé peuvent faire la promotion, bien entendu, de ce système. Faire la promotion, ça veut dire avoir aussi un discours motivant et un peu fondé sur l'entretien motivationnel pour présenter le projet aux patients et les renvoyer vers leur médecin traitant ou vers leur sage-femme qui sont, à date, les deux seules professions qui ont la capacité d'inclure dans Impulse ETP et de remplir le petit certificat qui est que vous voyez ou que vous voyez pas à l'écran, mais qui est... Alors, on n'a pas prévu effectivement d'afficher le certificat, mais donc il y a une petite fiche d'inclusion qui redéfinit bien ces différents critères effectivement que vous avez évoqués. Merci docteur Jean-Luc Delaban. Voilà, avec un minimum d'informations à transmettre le plus simple possible sur un point d'entrée centralisé pour que ce soit simple et efficace. Mais une fois de plus, le fait que on passe par une case médicale, médecin ou sage-femme, mais s'inscrit dans une stratégie moyen terme. Ça n'exclut pas, une fois de plus, d'orienter un maximum. Laura l'a dit, vous l'avez rappelé. Voilà, et on est en train de travailler sur un process où n'importe quel professionnel, acteur
associés à cette démarche puissent effectivement orienter vers la structure impulse, vers la structure dièse, qui prendra éventuellement contact avec contact avec le médecin traitant ou la sage-femme pour valider les critères d'inclusion. Pourquoi ça? Parce que, et ça répond d'ailleurs à une question qui est posée que nous prenons directement. La question est: visez-vous une éligibilité au titre de la télésurveillance médicale prise en charge par la sécurité sociale? Non, pas vraiment. En fait, on s'inscrit dans une démarche, effectivement, en plus de cette dispositif d'éducation thérapeutique, d'ateliers en ligne, effectivement d'innovation, avec une démarche qu'on enclenche l'an prochain de reconnaissance comme dispositif médical, en espérant pouvoir obtenir le marquage dispositif médical et l'indemnisation, effectivement, voilà, la couverture par la sécurité sociale du coût de la prise en charge du coût du dispositif médical, qui intégrerait bien évidemment le coût de prise en charge du patient. Donc ça n'est pas de la télésurveillance, on est plutôt sur un cadre, voilà, de dispositif médical qu'on vise. Mais d'ores et déjà, Laura Bauer le disait, dès novembre et puis au fil des quelques mois qui vont suivre, la version va s'incrémenter de nouvelles fonctionnalités, viser cette logique d'innovation qui est importante, en ajoutant, voilà, ce qui était évoqué, un continuum entre les différents ateliers, avec des logiques de base ressources, de défis qui sont proposés, mais sans non plus rentrer dans un harcèlement que peuvent avoir aussi certaines applications qui 3 fois par jour vous demandent où vous en êtes. Et là encore, en se basant sur les facteurs motivationnels et les centres d'intérêt de l'usager, du bénéficiaire, de pouvoir aussi offrir en e-learning un certain nombre d'ateliers. C'est important pour ne pas contraindre par rapport à des horaires d'ateliers, des problématiques de coordination, simplifier les problématiques de coordination, inscription, etc., des ateliers, minimiser aussi le coût du dispositif, si on veut rentrer dans un DM, dans un dispositif médical, le modèle économique est également très important. Et puis toute la logique de journal de suivi, que l'application serve un peu, voilà, de coach virtuel en plus du coach humain, du référent dont on parlait tout à l'heure, et puis faire vivre la communauté pour partager les difficultés ou les succès, les joies, les bonnes idées, les recettes que l'on peut vivre en suivant ce parcours avec les autres membres qui le suivent en même temps. Donc Michel Chapeau, on est vraiment dans cette démarche d'innovation qui vous était chère, vous l'avez évoqué dès le début, je reviens vers vous, avec ce sujet de s'affranchir de la territorialité. C'était quand même un des objectifs essentiels pour vous de ce projet, et ce qu'on va mesurer, ce qu'on doit réussir. Oui, alors le problème en réalité, il est double. Il est dans l'appropriation des outils digitaux. C'est un vrai sujet important. Je pense qu'on l'a bien envisagé, mais je dis simplement que va falloir voir comment ça peut évoluer. Parce que cette appropriation, elle est double, du côté du professionnel et du côté de l'usager. Ça, c'est un point que je voulais souligner. Quant à l'idée de, enlever la territorialité, quelque part, ça n'empêche pas le lien humain. Et en fait, le problème, il est le suivant, c'est que il faut impérativement que le côté humain domine dans l'affaire, parce que le surpoids et l'obésité, c'est quand même un sujet social majeur, avec un problème de prise en charge du surpoids et de l'obésité. On ne sait toujours pas d'ailleurs comment vraiment qualifier la chose, mais ce qui est sûr, c'est que le surpoids, là Jean-Luc Delaban, il me contredira absolument pas, évidemment, c'est la mère des batailles, quoi. Si on perd cette bataille-là, eh ben, on va générer des pathologies en nombre, et en termes de santé publique, on n'est pas gagnant, ça c'est sûr. Voilà. Mais vous faites bien de rappeler effectivement ces enjeux essentiels d'appropriation du patient, que le numérique ne soit pas un élément de fracture. On réussira pas effectivement pour tout le monde partout, mais c'est effectivement un des enjeux essentiels qu'on doit mesurer effectivement. Alors de ce côté-là, pour conclure, justement, il nous semblait important de pouvoir évoquer le témoignage d'un patient.
Donc mon médecin m'a proposé d'intégrer Impulse TP, donc ce dispositif sur le surpoids et l'obésité. Ça m'a un peu interloqué au début parce que, bon, certes, je suis en surpoids, mais je le vis bien. Ce dispositif est intéressant parce que il nous permet de remettre en perspective certaines choses, de se rendre compte ben oui, les kilos, on les accumule et peut-être que il y a certains gestes, certaines attitudes qui peuvent nous permettre de pas les accumuler, ces kilos. De faire la différence entre les différentes faims, les réflexes d'aller chercher un petit bout de chocolat pour se réconforter. Donc c'est tout ça que nous permet de voir et d'appréhender ce dispositif. C'est un dispositif qui est donc en visio en partie et qui est bienveillant. Où on se sent pas stigmatisé et on va à notre rythme, on participe aux ateliers que l'on souhaite. Il y a aucune obligation et c'est plutôt quelque chose qui permet de retrouver un petit peu, de prendre sa vie en main. Donc voilà, on conclut. L'objectif est de laisser la place aussi à des questions-réponses. On voulait conclure en vous indiquant comment participer. Alors vous êtes différents types de publics face à nous, donc différentes orientations pour justement aider ou faire rentrer les bénéficiaires dans ce programme. Déjà, il y a un certain nombre d'institutions, on va dire, c'est comme ça qu'on va les appeler, d'acteurs de l'Agence régionale de santé, délégation départementale, de l'assurance maladie, du TEP, qui sont parmi nous, et je vous en remercie une fois de plus. Une fois de plus, en tant qu'institution de régulation, de promotion, l'attente est d'en être à votre niveau le relais auprès des professionnels de terrain dans toutes les occasions que vous pouvez avoir effectivement par rapport aux préoccupations qui sont les leurs, de pouvoir transmettre les informations. Donc dans les questions étaient posées, est-ce qu'on aura un replay pour partager? Bien évidemment, systématiquement nos webinaires font l'objet d'un replay on vous envoie le lien pour pouvoir le partager avec tous les acteurs que vous jugez utiles. On va le mettre aussi, bien sûr, sur les réseaux sociaux, etc. Donc, ce sont des éléments déjà importants. N'oublions pas qu'on est sur un projet, de santé publique, amorcé, impulsé par l'Agence régionale de santé, et autour de la table et dans le conseil scientifique, bien sûr, toutes les institutions publiques qui peuvent contribuer au sujet. Vous êtes, par ailleurs, potentiellement des MSP, ou professionnel de santé, vous êtes en tant qu'en tout cas profession médicale directement prescripteur. On évoquait tout à l'heure, on est tous concernés, on peut tous orienter des bénéficiaires vers ce dispositif. On évoquait 53% de la population néo-aquitaine. Si on enlève les tranches d'âge avant 16 ans, si on enlève les critères d'éligibilité qui ont été décrits, on descend à 30%. Mais voilà, on est quand même à 30% de la population qui est concernée, qui peut être épaulée le plus tôt possible. Nous sommes dans une démarche préventive et nous rentrons sans rentrer dans les débats prévention primaire, secondaire, tertiaire, qu'importe. L'éducation thérapeutique étant effectivement plutôt en tertiaire, on va se situer là plutôt en secondaire, voire en primaire. Plus on prend tôt, l'objectif n'est pas bien sûr de rendre la population néo-aquitaine filiforme, mais d'aider à parer un maximum les risques, à informer sur les situations de surpoids pour pouvoir réduire l'impact médico-économique qui va s'en suivre avec tous les impacts que peuvent avoir le surpoids et l'obésité sur la santé. Donc une fois de plus, dans les MSP, en tant que médecin ou sage-femme, vous êtes prescripteur directement. On a à votre disposition des flyers, des affiches, un site internet qui s'affichera sur la dernière slide.
voilà, et on bien sûr une fiche d'inclusion qui est très simple, hein, inscrire le minimum de coordonnées du patient, un point d'entrée et pour pouvoir transmettre très facilement. Vous êtes d'autres professionnels de santé, eh ben n'hésitez pas d'abord à renvoyer vers le médecin traitant du patient que vous pouvez voir, mais aussi voilà, vous mettre à disposition, on a à votre disposition là également des flyers, des affiches, etc. Pour faire la promotion et pas pouvoir en parler avec votre patient, le site internet, là également une fiche d'inclusion, comme on vous l'a dit, d'ici quelques semaines, si ce n'est jours, ce processus d'orientation au-delà des médecins et sages-femmes sera opérationnel. Et puis, tous autant que vous êtes bien évidemment les bienvenus dans des groupes de travail qui sont sous l'égide du conseil scientifique. Voilà, si vous voulez participer à l'enrichissement du projet, l'enrichissement des contenus, surtout, toutes les bonnes volontés sont bienvenues. Pour conclure, donc vous allez avoir effectivement le replay sur le site internet de l'URPS Médecins. On va prendre vos questions. On va vous remettre peut-être Laura l'URL du site Impulse, c'est impulse-etp.org. impulse-etp.fr. Voilà. Alors, dans les questions qui sont posées, vous pouvez bien évidemment continuer à en poser. Donc, on nous demande un peu, il y a quelques questions qui portent sur les profils qui interviennent justement dans ce parcours en tant que professionnels, qui réalise le diagnostic éducatif, est-ce un infirmier, un médecin, un diététicien, etc. Et qui sont les référents. Alors la question je les regroupe parce que ce sont les mêmes personnes, je parle au contrôle de Laura Bauer, qui sont des professionnels formés à l'ETP, ne sont pas forcément des professionnels de santé, ils peuvent l'être, mais voilà, comme dans tout programme d'éducation thérapeutique, l'idée est de s'appuyer sur un réseau de professionnels qui sont formés à la fois à l'éducation thérapeutique, mais aussi à l'entretien motivationnel, au coaching, et avec, dans le cadre d'Impulse, une logique aussi de formation continue sur ces sujets de savoir-faire, de savoir-être en termes d'entretien motivationnel et de coaching. Voilà, pour répondre rapidement à cette question, n'hésitez pas à en poser d'autres si besoin. On me pose la question des autorisations parentales pour les 16-18 ans. Très sincèrement, c'est une très bonne question. Je ne sais pas y répondre immédiatement et je crois qu'autour de moi, pas plus. Donc, on va la prendre. On ne s'est jamais posé. On se l'est jamais posé, c'est ça, dit le docteur Jean-Luc Delaban. C'est une très bonne chose. Alors, de toute façon, là encore, hein, le dispositif est opérationnel depuis janvier dernier. On est dans une logique de courbe d'apprentissage progressive. L'idée étant que on n'a pas encore tout à fait, même si le REPOP fait partie du conseil scientifique et en est en lien, travailler l'articulation de la sortie du REPOP, parce que c'est une des préoccupations de pas laisser des bénéficiaires du REPOP sans solution à partir de 16 ans. Donc on va aborder vraiment ce point. Je pense qu'aujourd'hui on n'a pas forcément inclus des 16-18 ans, mais c'est une très bonne question. Il y a beaucoup d'anciens REPOP qui ont plus de 16 ans et comme il n'existe rien, qui restent quand même un peu suivis par le REPOP. Autre question, quid des patients hors Nouvelle-Aquitaine? Alors aujourd'hui, on est dans le cadre d'un programme Nouvelle-Aquitaine exclusivement, parce que on vous l'a dit, ce parcours Impulse, la prise en charge des patients est financée par l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Donc la vocation de l'ARS Nouvelle-Aquitaine n'est pas d'aller financer au-delà de son territoire, mais bien évidemment ce projet va faire aussi l'objet de présentations entre les ARS, au ministère. L'assurance maladie est bien évidemment un partenaire là aussi. Donc voilà, on est encore dans une phase là encore d'expérimentation, d'apprentissage, d'évaluation. Mais l'objectif est bien évidemment d'étendre au-delà. Donc aujourd'hui, ça ne s'adresse qu'aux patients néo-aquitains. C'est un peu ma faute, j'ai oublié dans les
critères d'inclusion, je fais un focus sur ce qui était médical, mais évidemment, il faut que le patient soit habitant d'un territoire de Nouvelle-Aquitaine et il faut aussi que, évidemment, il ait une connexion Internet pour pouvoir bénéficier des ateliers d'AI éducation thérapeutique, donc qu'il ait une connexion pour pouvoir supporter une visio et un numéro de téléphone, donc une adresse Internet. Merci de ces précisions et merci une fois de plus de la pertinence de vos questions. Ça fait partie des choses, on vous répondra là-dessus, mais il faudra bien évidemment intégrer l'autorisation parentale. Autre question très concrète, pragmatique, comment avoir des flyers? Donc là, une fois de plus, vous avez de l'information sur le site impulse-etp.fr. Vous avez une adresse mail là aussi à votre disposition qui est contact @impulse-etp.fr. C'est affiché dans en réponse, dans le module questions-réponses. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer ça. On vous transmettra les flyers au format numérique, bien évidemment, mais si vous souhaitez aussi en avoir au format papier, il faudra bien sûr indiquer les coordonnées postales vers lesquelles on peut vous envoyer ces éléments-là. D'autres questions qui arrivent, on revient sur le parcours. Combien d'ateliers par personne? Alors, le nombre d'ateliers par personne, le nombre d'ateliers est déterminé au moment du diagnostic éducatif par l'éducateur qui va voir quels sont les ateliers les plus pertinents et puis évidemment ceux auxquels aussi l'apprenant a une certaine appétence à aller. Donc il y a un minimum je veux dire, qui est quand même de 2 ateliers. On peut pas tellement tomber en dessous de ça. Et je pense que le maximum, c'est 6. Et on a déjà des gens qui ont fait 6 ateliers. Alors, je me tourne un peu vers Laura Bauer. Le nombre d'ateliers disponibles, il y a une bibliothèque d'ateliers assez importante dans le programme Impulse. Une fois de plus, comme le disait le docteur Delaban, ils ne le font pas forcément tous, mais il y a un nombre d'ateliers. On a 9 ateliers aujourd'hui qui sont disponibles. On en a 2 en cours de construction, donc grossesse et postpartum, mais aussi alimentation et petit budget pour pouvoir s'adapter aux bourses de tout le monde aussi, parce que donner des beaux conseils en termes de nutrition, c'est intéressant, mais il faut l'adapter aussi à la conjoncture économique. Donc voilà, jusqu'à 11 ateliers seront disponibles et il n'y a pas de censure. C'est-à-dire que aujourd'hui, un bénéficiaire qui veut suivre, qui est intéressé, pour qu'il y ait un intérêt réel à suivre ces 11 ateliers, il suivra ces 11 ateliers. Il y a le parcours, c'est un parcours sur 1 an qui est financé, maximum, bien évidemment. L'objectif n'est pas non plus de contraindre les bénéficiaires. Voilà, donc un diagnostic éducatif, un certain nombre d'ateliers. Là encore, l'application qui va s'enrichir pour avoir là encore du contenu. Et on n'est pas que dans une logique d'atelier, on est dans une logique d'activité, d'éducation thérapeutique, de ressources qui sont mises à disposition pour accompagner la personne le plus possible au quotidien. Quelques questions qui concernent le nombre de bénéficiaires qui ont pu être inclus et celles qui ont pu terminer le parcours. Donc là aussi, je me tourne vers Laura Bauer. Alors, on a 150 personnes qui nous ont été adressées par des prescripteurs, donc médecins ou sages-femmes, essentiellement des médecins. À date, on n'avait que 5 sages-femmes qui nous adressaient des patientes. On a 86 personnes qui ont accepté de faire le parcours. Et aujourd'hui, seulement 4 ont terminé leur parcours parce que vous l'avez compris, on est encore jeune. On a commencé en janvier dernier. Donc, et vu que le parcours peut aller jusqu'à 1 an, beaucoup de personnes n'ont pas encore terminé ce parcours. Je me permets d'insister sur une chose, c'est... Il y a un taux de perte entre ceux qu'on inscrit et ceux qui commencent. Alors, il y en a qui arrêtent en cours de route, mais il y en a beaucoup qui, une fois qu'ils ont été inscrits, quand le référent les appelle, en gros, ils ont un petit peu changé d'avis ou réfléchi à la question. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais dans tout ce type de parcours et de choses qui vont jouer sur
on va dire, les habitudes de vie des gens, il faut vraiment que la présentation du parcours revête un caractère motivationnel. Si c'est à la fin d'une consultation de dire au patient, tiens, en fait, j'ai vu ça, ça pourrait vous intéresser, je vous inscris, on est sûr que beaucoup de patients, pour nous faire plaisir, vont dire oui, docteur, et n'en passent pas moins et ne vont pas plus loin derrière. Donc, il y a vraiment un moment qui est essentiel. Hein. C'est la même chose. Hein, Michel Chapeau ne me contredira pas. C'est la même chose quand on prescrit l'éducation thérapeutique. Hein. Si c'est juste au coin de la table disant ouais ça doit être bien pour vous, tenez inscrivez-vous. Non, il faut un peu rentrer le détail, expliquer et commencer à essayer de faire un peu bouger dans les lignes le patient sur ses habitudes. Donc effectivement de l'attrition entre ceux qui sont orientés et ceux qui sont inclus, déjà parce que les critères d'inclusion et puis essentiellement ces éléments de motivationnels. Mais là encore, hein, ce qu'on remarque, c'est que d'abord ce taux d'attrition, il est plus faible que sur l'éducation thérapeutique, des programmes d'éducation thérapeutique traditionnels ou polypathologiques notamment, et que il a toujours tendance à se réduire aussi par l'effet bouche à oreille des patients qui n'a pas encore joué pour l'instant. Nous pour deux dernières questions pour terminer, parce que on arrive un peu au terme de notre timing. Quels critères déterminent la fin du parcours? Là encore, je me tourne vers vous, Laura Bauer ou Jean-Luc Delaban, mais pour moi, c'est surtout, soit on arrive au terme de l'année pour ceux qui sont allés jusque-là, soit c'est surtout le souhait du patient de s'arrêter. Le patient, hein, on est dans de l'éducation thérapeutique, ça veut dire qu'il y a pas de contrainte. Hein, donc le patient peut mettre un terme. Alors il y a un diagnostic éducatif qui fixe un certain nombre d'ateliers. On arrive au bout de ce programme. Le référent qui est en permanence en contact avec le patient tout au long, même entre les ateliers, etc., va faire une sorte de bilan de fin. S'il juge et que le patient juge aussi utile de rajouter un ou deux ateliers, c'est bien sûr possible. Et puis il y a un moment où chacun trouve qu'on est arrivé un peu au bout de l'histoire et que on se sépare et qu'on se lâche un peu dans l'eau du grand bain. Oui, comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment des entretiens de suivi tout au long du parcours. Donc le parcours, il est adapté aussi à ces occasions-là. Donc c'est pas du jour au lendemain, de but en blanc, qu'on arrive en fin de parcours sans avoir été accompagné sur des temps privilégiés, donc de coaching et de motivation. Donc il n'y a pas de critères stricto sensu de fin de parcours, mais c'est un accompagnement pérenne tout au long du premier parcours initialement prévu entre patient et référent, adapté tout au long, qui arrive à une fin progressivement. Et on a une dernière question très très importante aussi, c'est quels sont les liens, les passerelles, les orientations avec les programmes ETP existants. Je crois que vous avez légèrement abordé le sujet tout à l'heure lors de l'exposé des critères d'inclusion, mais bien évidemment, ce programme peut être cumulé avec déjà des programmes ETP que suivraient certains patients. Il n'y a pas de contre-indication. Non, il n'y a pas de contre-indication. Alors, soit on est dans des programmes d'éducation thérapeutique sur des maladies chroniques, je sais pas, diabète ou comme ça, et donc voilà. Et après, si on a un programme d'éducation thérapeutique qui est sur le même sujet, obésité par exemple, l'idée n'est pas de sortir ce qui existe pour remplir ça. Hein. L'idée, c'est d'apporter une solution pour une immense majorité de gens qui n'habitent pas forcément à côté d'un programme d'éducation thérapeutique qui répond à ces critères-là et pour qui on sait très bien que s'il faut faire 50 bornes pour aller faire un atelier, on le fait une fois et ça va pas être très très pertinent de continuer comme ça. Donc là, on apporte au domicile des gens les solutions. Oui, et puis la logique effectivement de continuum derrière peut-être de 2-3 séances d'éducation thérapeutique qui peuvent être sous des angles un peu techniques, suite par exemple à un diagnostic, suite à une intervention chirurgicale, etc. Donc avoir la possibilité d'intervenir derrière. À l'inverse, il est également possible que dans le cadre du parcours Impulse,
on oriente le patient vers des programmes d'éducation thérapeutique qui existent sur le Clairement, on voit un diabétique qui est en souci, il va pas être traité là. Hein, il va d'abord faire de l'éducation thérapeutique pour gérer sa maladie. Hein. Voilà, donc on n'est véritablement pas dans une logique de venir suppléer à ce qui existe. C'est une logique de venir compléter, donc s'inscrire véritablement en complément, en complémentarité de ce qui existe, dans un sens comme dans l'autre. De pouvoir surtout adresser le plus grand nombre en proximité ou à domicile ou le plus possible dans la vie quotidienne sur l'ensemble des territoires pour répondre aux contraintes de cartographie qui étaient évoquées au début du webinaire. Je ne sais pas si vous voulez intervenir les uns et les autres. Je rappellerai Michel Chapeau, Alexia, Antoine, d'inviter à se référer à la cartographie d'Aetna pour avoir la visibilité de l'ensemble des programmes et la visibilité sur ces cartes pour pouvoir connaître aussi l'existant. Oui, alors soyons clairs, hein. Les programmes sont effectivement ils sont là pour répondre à des questions peut-être plus spécifiques, parce que n'oublions jamais que l'obésité, c'est quelque chose qui a un lien avec les pathologies à venir ou qui est existante. Ça, c'est un premier point. La cartographie est un outil utile, très utile pour les professionnels, nous le savons depuis longtemps. Je voudrais insister sur un point dans ce pays, on oppose souvent les programmes de l'ETP avec des formes d'accompagnement avec les professionnels. Pour moi, j'ai pas d'écart. Les programmes, c'est, si vous voulez, plutôt des menus. Mais l'éducation thérapeutique, elle se fait à la carte. C'est-à-dire que, en réalité, à partir des besoins et des attentes de l'usager et en fonction du croisement du point de vue avec le professionnel, on va se retrouver avec un ensemble d'outils. Impulse, c'est une excellente solution. Un programme de TP peut être en combinaison avec ça. Et le tout, c'est de faire avancer l'usager et le proche de l'usager en général vers une solution qui est acceptable et acceptée, qui est prise en charge, vous voyez. Et c'est là où ça devient très important de faire travailler les personnes ensemble. On le voit sur les territoires aujourd'hui, on le voit partout, on travaille de plus en plus ensemble, de façon collective, autour et avec le patient. Ça, c'est le point important. Et c'est le côté, à mon avis, extrêmement innovant du projet que de faire avancer tout le monde dans le même sens, quoi. Voilà. Je m'arrête là. Mais je propose, Michel, qu'on conclue sur ces propos. Je vous remercie de votre attention. Vous êtes restés assez fidèles, nombreux jusqu'au bout. On arrive au terme de cette heure. On avait démarré un petit peu en retard, donc on termine un peu en retard, pardon, de ce décalage. N'hésitez pas à revenir vers nous, impulse-etp.fr, contact@impulse-etp.fr pour en savoir plus et on compte sur vous. À très bientôt. Prenez soin de vous.